Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Francis Boyer pour nous parler des conséquences de la crise Covid sur le management et quelles pourraient être les transformations à venir. Francis est expert des questions managériales, conférencier et formateur. Retrouvez tous ses articles et ses coordonnées sur son site innovationmanagériale.com. Chers amis, bonjour. Nous reprenons nos vidéos aujourd'hui et j'ai voulu reprendre cette nouvelle saison en faisant venir un ami, toujours pareil, dans le même endroit, le Parc des Impressionnistes, Francis Boyer. Merci Francis d'être Merci venu à toi, Denis, de jusqu'ici. m'inviter. C'était difficile Merci. pour venir, mais j'y suis arrivé. Voilà, mais on y arrive toujours Voilà, finalement. Et puis en plus, il y a la récompense à l'arrivée, donc tout ira bien. exactement. Voilà. Donc Francis, on se connaît depuis des années et des années. On est tous les deux experts à l'APM et également conférenciers auprès des chefs d'entreprise. Je voulais vous présenter son dernier ouvrage qui est sorti il y a quelques mois, 50 pratiques managériales innovantes. Comment s'appelait le premier ouvrage? Le plaisir au travail. Le plaisir au travail, très bien, beau programme. Donc voilà, donc je vous mettrai les coordonnées de son dernier ouvrage. Tu es en train de travailler d'ailleurs sur la suite Exactement. à l'heure actuelle. Oui, oui. Tirer Voilà, les conséquences un peu de ce qu'on a vécu pendant plus d'un an et demi exactement. et identifier un peu ce que ça peut générer à l'avenir, ce Alors, sujet. ton regard, parce qu'en fait, cette vidéo, elle s'adresse à tout le monde, aussi bien aux salariés qu'aux managers. Là, on est sur un terrain très mouvant depuis un an et demi, justement. Comment est-ce que tu analyses cette chose-là? Donne des clés de lecture, justement, de tout ça, sur la situation pendant le Covid. Comment est-ce que tu as perçu les difficultés des chefs d'entreprise, des salariés? Est-ce qu'ils sont tous revenus au travail ou pas? Comment est-ce que l'on installe définitivement cette affaire de télétravail, ou est-ce qu'on va repousser ça parce qu'on n'en a plus besoin? Comment est-ce que tu perçois tout ça? Moi, je le perçois en trois temps, en fait. Il y a eu le premier temps qui est le début du confinement, qui était une période d'incertitude où tout le monde a un petit peu paniqué, était inquiet. Et donc là, les managers ont eu vraiment leur rôle à jouer, un rôle de protection pour rassurer les salariés et puis s'organiser, s'adapter de manière extrêmement agile comme on l'avait jamais vécu par le passé. Ensuite, on a eu une deuxième étape qui était le confinement en tant que tel, où là, les collaborateurs, enfin la plupart des salariés ont appris, ont découvert les joies du télétravail et notamment, plus que le télétravail en fait, mais les bénéfices de pouvoir agir à leur niveau sur l'équilibre vie privée, vie pro. Et puis là, il y a une troisième phase où on est en train de leur dire maintenant il faut rentrer. C'est un peu compliqué pour certains et on a beaucoup d'entreprises qui sont assez mal à l'aise par rapport à ça. Parce que d'un côté, c'est intéressant le télétravail, il y a des découvertes, mais de l'autre côté, ça a aussi des inconvénients, notamment ça altère la cohésion d'équipe et donc il faut aussi que les gens rentrent. Donc on se dirige vers quelque chose qu'on considère et qu'on qualifie un peu d'hybride, où pour la première fois de l'évolution du management, de mon point de vue, il va falloir trouver des solutions qui satisfassent en même temps et au même moment les besoins des salariés, qui sont complètement différents, et les besoins des entreprises, qui sont eux aussi complètement différents. Mais en fait, ça pose des vraies difficultés parce que ça dépend de la taille des entreprises, ça dépend de la taille des équipes, ça dépend aussi si l'entreprise est très éclatée ou pas. En fait, à chaque fois, c'est que du cas par cas. Oui, c'est extrêmement révélateur, puisque moi je note par exemple que pour les PME, si on prend ces 2 dernières années, il y a quasiment la majorité des salariés ont souhaité exprimer le besoin de revenir très rapidement sur site. Parce que besoin de proximité, besoin d'appartenance, etc. Et il y a un effet différent auprès des grands groupes, où là on note une difficulté de la part des directions des ressources humaines ou des dirigeants de faire revenir leurs collaborateurs sur site. Exact. Et donc ça dénote, en fait, pour moi c'est assez révélateur du sentiment d'appartenance. Moi j'ai le sentiment que quand on est dans un grand groupe, on est un peu moins dans une logique d'appartenance que lorsqu'on est dans une PME. Et il va y avoir peut-être des différences, non pas de traitement, mais de perception entre les cols blancs et les cols bleus. Où les cols bleus ils sont bien obligés d'être en face de la chaîne de production et les cols blancs ils peuvent être éclatés en théorie. C'est la difficulté majeure, c'est que pendant toute cette période-là, il y a des métiers qui n'étaient pas télétravaillables. Donc on sait que la presse met à l'honneur le télétravail depuis un an et demi, mais ça correspond à 20 ou 30% grand maximum des emplois en France, donc c'est pas énorme non plus. Oui. Et donc il se crée un sentiment d'injustice entre, comme tu le dis, l'ouvrier qui lui Oui. reste sur son poste parce qu'il ne peut pas faire autrement, et puis l'employé ou le cadre qui lui a plus de latitude pour pouvoir choisir son rythme de travail. Donc ça risque de créer un peu d'inéquité et d'injustice. Et ça va être en fonction de sa qualité de vie aussi d'ailleurs, dans ces cas-là. Là juste à côté on a des très très grands groupes, notamment PSA qui a fait des annonces dans ce sens-là, où apparemment 80% des cadres vont être mis en télétravail. Oui, alors je discutais avec un grand groupe pas plus tard qu'hier, où ils me demandé d'intervenir sur de l'hybride. Donc reste à définir ce qu'est l'hybride aujourd'hui. Et moi je leur demandais pourquoi l'hybride.
Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez envie de passer à l'hybride? Donc, on sent que l'hybride, ce n'est pas une prise de conscience, ce n'est pas une volonté d'aller vers un nouveau style de management où on serait dit, bah, tiens, c'est la solution pour trouver un bon équilibre entre épanouissement individuel et performance professionnelle. On sent plutôt que l'hybride, c'est contraint, Oui, parce qu'il y a des collaborateurs qui ne veulent pas revenir, ou il y a de la demande qui quelque veulent part. revenir Oui. à leur mesure. Et puis on sent aussi que l'hybride, pour certaines entreprises, c'est l'opportunité d'économiser des mètres carrés. Exactement, c'est le cas Donc, justement de PSA. voilà. Donc moi, ce qui me gêne un petit peu en matière d'observateur de tout ça, Mhm. c'est que pour moi, l'innovation managériale, c'est vraiment un chemin qu'on doit prendre pour trouver un meilleur équilibre entre l'épanouissement individuel et la performance collective. Ouais. Je ne suis pas convaincu que ce qu'on essaye de trouver en ce moment soit parti de ce point de départ-là, tout du moins. Oui, ouais, ouais. Je rappelle que tu es l'inventeur du concept innovation managériale. Ça fait plus de 10 ans que tu es dessus. Hein. Alors ça fait Facile. 10 ans que je travaille sur l'innovation managériale, je ne suis pas trop l'inventeur du concept. Non, mais c'est toi en qui tout l'as cas, lancé, voilà. qui l'a promu. Il y a une dizaine d'années, oui, Oui, je suis un ancien professionnel des ressources humaines, donc j'ai travaillé 20 ans d'entreprise. Et quand on est en entreprise, on sent qu'il y a des choses qui se passent, mais on ne comprend pas pourquoi. Ouais. On ne comprend pas ce qui se passe. Et donc moi, j'ai souhaité vraiment bénéficier de ces années de consultant pour prendre le temps et le recul d'expliquer en fait ce qui était en train de changer. Et ce qui est en train de changer aujourd'hui, et ce qui a accéléré la crise, c'est le besoin, la revendication de liberté. oui, oui. On n'est plus aujourd'hui dans le bien-être. Mm. On a satisfait dans les grandes lignes ce besoin, les risques psychosociaux, la qualité de vie au travail. Et là, ce que la crise a accéléré, c'est la montée de l'individualisme. C'est-à-dire, c'est comme si on avait pendant un an donné un smartphone à des personnes. Et puis là, maintenant, on leur dit, bon, bah, c'est bon, maintenant vous revenez, je vous redonne votre Nokia 3310. Je veux dire, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des personnes qui disent, bah non, moi j'ai goûté au smartphone, je ne veux pas ton 3310. Donc il faut arriver à trouver un équilibre. Alors, je ne sais pas si c'est BlackBerry ou si c'est autre chose. L'équilibre n'est pas trouvé à l'heure actuelle. Pour l'instant, on est en train de le chercher. Ouais, les ouais, entreprises sont en train de le chercher, ils n'ont pas la recette Ouais. encore. Hein. Le seul médicament qu'ils ont, c'est le télétravail. Mais le télétravail, c'est un moyen, ce n'est pas une finalité. Et en plus, la machine à café a plein de vertus. En télétravail, il n'y a pas de machine à café. Non, Il n'y a alors, pas de lien informel. effectivement, moi j'ai écrit un article où j'ai essayé d'expliquer, parce que ça m'était demandé, les raisons pour lesquelles il fallait retourner travailler sur site. Parce que le télétravail a des avantages et a des inconvénients. Donc, Bien sûr. tout le monde est d'accord pour dire que en fait, la solution qui semblerait la meilleure aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'hybride, c'est-à-dire 2 jours, 3 jours grand max télétravaillé et le reste sur site, parce qu'on ne peut pas faire que du télétravail. En tout cas, il y a certains métiers qui le peuvent, mais ce n'est pas la majorité. Depuis, en période pré-Covid, on nous avait parlé pendant longtemps, pendant plus de 10 ans, de l'entreprise libérée. Maintenant qu'on a un petit peu plus de recul sur toute l'intellectualisation du concept, la mise en pratique avec ses avantages et ses inconvénients, toute la littérature qui est écrite dessus, avec un peu de recul, tu perçois ça comment, toi, cette mode? Est-ce que c'est une mode qui est en train de se tarir ou est-ce que c'était un vrai phénomène? Alors, c'est un concept qui a eu son heure de gloire il y a quelques années, 7-8 ans. C'est un concept qui repose sur deux fondamentaux de mon point de vue. Hein. Le premier, c'est si aujourd'hui les salariés ne sont pas heureux et ne sont pas efficaces, c'est de la faute du manager. Ouais. Donc on éradique la fonction managériale, et puis, mais en même temps on crée des rôles qui sont ceux qui étaient détenus par les managers, donc on fait à peu près la même chose. Et le deuxième concept, le deuxième paradigme, en tout cas fondement de l'entreprise libérée, ça part du présupposé que en fait, les gens sont responsables. Or, quand moi je m'amuse à demander dans les entreprises dans lesquelles j'interviens, à votre avis, quel est le pourcentage de collaborateurs qui veulent et qui veulent de la responsabilité, j'ai un taux qui n'est pas énorme, qui est de l'ordre de 30 à 40%. Donc proposer un concept où on pense que en fait, c'est la bonne solution parce qu'il n'y a plus de hiérarchie qui contrôle, qui prescrit, etc. On a vu que pendant le confinement, s'il n'y avait pas les managers, ça aurait été une cata. Bien entendu. On imagine très bien les salariés sans avoir aucun repère, sans avoir de réassurance, d'assurance, c'était pas possible. Et les managers ont aussi découvert l'importance d'être proches de leurs collaborateurs, ce qu'on a appelé le care. Sauf que maintenant, on est sur un care 2.0. Oui. On n'est pas sur le care prendre soin, ça on l'a fait et on a compris des choses. On est sur le care, enfin, c'est un acronyme que moi je propose, qui est instaurer une relation basée sur la confiance, l'autonomie, la responsabilité et l'engagement. Or, on sait une sorte de contrat social en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut aller dans cette
cette capacité à répondre à la somme des différences d'expression, d'attente, de besoins, etc. Il faut quitter tout simplement, de mon point de vue, la logique du management traditionnel qui repose essentiellement sur une relation parent-enfant, ce qu'on appelle le lien de subordination unilatérale hiérarchique. Hein. Oui. Donc je te dis ce que tu as à faire et puis tu fais ce que je te dis, sinon c'est pas bien. Et il évolue sur une relation adulte-adulte. Sauf que dans notre société, on ne nous a jamais éduqués comme étant un adulte. On nous a éduqués comme étant des enfants qui devaient respecter les règles avec des tâches sociétales. Par exemple, il faut se faire vacciner, c'est important. Par exemple, il faut porter son masque, etc. Alors, donc c'est cette affaire d'entreprise libérée. Eh bien, cette affaire d'entreprise libérée, moi je ne sais pas comment elles ont vécu le confinement. Tout ce que je sais aujourd'hui, c'est que s'il n'y avait pas eu l'encadrement intermédiaire, il y a beaucoup d'entreprises qui auraient fermé aujourd'hui. Donc, une entreprise a besoin d'être managée de toute façon, chacun son rôle également. Alors, ce qui est très important, c'est de bien prendre conscience, et beaucoup le disent, hein, qu'un groupe d'individus ne peut pas fonctionner sans autorité. Oui. C'est pas possible. Il en a besoin. Moi, souvent, il faut un encadrement, il faut un cadre. Il faut quelqu'un vers lequel une personne puisse se référer, que ce soit techniquement, psychologiquement, quand elle est en panne ou quand elle est en difficulté, ça paraît important. Donc ça, c'est la première chose. Par contre, ce dont il ne faut pas, c'est d'autoritarisme. Le petit chef et tout ça, on n'en veut plus, puisqu'on veut de la liberté. Donc, il reste encore beaucoup de petits chefs. C'est ce qu'on dit. Dans les grandes organisations. Moi, je ne les croise pas puisqu'ils ne viennent pas me demander d'intervenir. Mais on me dit, et c'est souvent les collaborateurs qui le disent, qu'il existe encore beaucoup de petits chefs, ce ne sont pas les personnes qui me sollicitent. Donc, moi, je viens du monde bancaire et de la finance. Il y a encore beaucoup de mid-managers qui sont des petits chefs. Et il y a certains, en tout cas pas tous, hein, mais une très faible minorité, exercent de l'autoritarisme pour exercer leur mission. C'est une espèce de reconnaissance sociale que d'avoir de l'autorité. Aujourd'hui, je crois qu'on est en train de changer. Aujourd'hui, moi, j'accompagne beaucoup de managers en leur disant dites à vos équipes que qui vous êtes vraiment avec vos forces et vos fragilités. On vous le pardonnera. Je veux dire, vous êtes un être humain. Donc, moi, j'ai un peu de mal avec les modèles où on dit que le manager, ça doit être un leader charismatique, inspirant, mais en même temps super technicien, à l'écoute. C'est pas possible. Moi, j'y crois pas 2 secondes. Bien sûr. Donc, il y a différents profils. Je pense qu'il faut juste accepter qui on est et puis surtout le dire auprès de ses équipes parce que ça s'appelle l'authenticité et la transparence. Et la transparence et on ne vous le reprochera jamais. Oui, exactement. Ça fait partie de la responsabilité finalement du manager. Exactement. Quand on est sur la confiance, en fait, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un pour lequel on ne sent pas de congruence entre ce qu'il dit et la manière dont il nous le dit. Donc, et moi, j'ai aussi vécu 20 ans d'entreprise, donc quelques années dans la finance et je sais qu'il y a un écart entre ce qu'on appelle les valeurs de surface et ce qu'affiche. Donc c'est la fameuse marque employeur qui affiche. Et qui ne sont pas incarnées finalement. Et les valeurs profondes. Voilà, les valeurs profondes, c'est ce qu'on est vraiment à l'intérieur de soi. Là aujourd'hui, on va plutôt aller chercher du côté des valeurs profondes. Oui, mais l'individualisme n'a pas poussé à avoir plutôt des valeurs de surface ou de revendiquer ces valeurs-là. L'individualisme, c'est la primauté de l'individu sur un groupe, sur du collectif. Donc en gros, c'est ce qu'on appelait le TPMG, tout pour ma gueule. Donc c'était déjà existant, c'est vrai. Mais là, avec ce qu'on a vécu pendant une année, ça va augmenter de manière considérable. Mais en réalité, ce que tu dis, en résumé, si le manager ne crée pas de lien avec ses équipes, il ne se passera plus rien. Mais si on casse ce lien-là avec le télétravail, ça va être très compliqué de manager des gens sur du long terme, hein, pas seulement sur 3 mois, mais sur du long terme. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a qu'un contrat qui est un contrat de travail. Et le contrat de travail, il parle de respect de règles et de normes. Là, il faut négocier un autre contrat que moi j'appelle le contrat collaboratif, où les managers et les collaborateurs vont co-définir, co-construire ensemble la manière dont ils ont envie de travailler. Et l'enjeu, le véritable enjeu, c'est pour passer d'une relation parent-enfant à adulte-adulte, et je fais référence aux états du mois de l'analyse transactionnelle, il y a un chemin. Par exemple, il faut que l'entreprise soit vraiment sincère dans ce qu'elle dit. Si elle prône des valeurs telles que la confiance pour arriver à l'agilité, ça c'est important. Donc il faut déjà que l'entreprise apprenne à ses managers à passer d'une relation de parent à adulte. Donc c'est déjà un gros travail, on a commencé à le faire. Mais aussi, il faut que l'entreprise impulse un mouvement, et c'est l'objet de mon 3e livre, pour inviter les collaborateurs, pour le moment qui le souhaitent, à passer de enfant à adulte. Pour que, entre adultes, on puisse définir de nouvelles manières de travailler ensemble. Et en fait, sur du moyen terme, tu perçois ça comment? On va avoir des accidents, on va forcément avoir des gens qui, avec une solitude qui pèse énormément, vont perdre ce lien et vont se sentir un petit peu, comment dire, perdus.
à force de travailler 4 jours sur 5 dans sa maison Alors, à Évreux ou à Orléans? ouais, alors c'est Loin très de son variable. organisation. Moi, je pense que c'est très en lien avec les personnalités. Oui. Moi, j'enseigne l'énéagramme et je sais que les types 5 en énéagramme ont adoré, kiffé, ils ne veulent plus Oui. revenir. Oui. Parce qu'ils aiment bien être seuls. Mais tout Par le monde contre, n'est pas dans mais cette tout le monde n'est pas comme posture-là. ça. Si vous êtes plutôt dans une personnalité qui a besoin d'amour et de lien, eh bien, le télétravail, c'est une souffrance. Oui. Donc, effectivement, ça dépend de chacun et c'est ça la difficulté, c'est-à-dire qu'on part de l'hypothèse que maintenant le manager est au service des collaborateurs parce qu'on part du principe que les collaborateurs sont des personnes compétentes, engagées et motivées. Donc ça c'est le postulat de départ. On sait bien que tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Donc, et c'est ça la difficulté. La difficulté c'est d'aider l'entreprise à oser inciter les collaborateurs à révéler vraiment ce qu'ils attendent. Parce que moi, je sais que dans pas mal d'interventions que je fais, je pose 2 questions qui sont souvent un peu mal vécues. Je rappelle un certain nombre de choses qui est de l'adulte. C'est vous avez choisi de rejoindre cette entreprise et vous choisissez d'y rester. Exactement. Et il y a des personnes qui disent non, c'est pas vrai, j'ai pas choisi de rejoindre cette entreprise et il faut bien que je bouffe et de toute façon, je peux pas déscolariser mes enfants. Et là, on a un phénomène inverse qui est assez intéressant, c'est que pendant le confinement, on a des salariés qui ont décidé de migrer en province, en Bretagne. Et aujourd'hui, l'entreprise leur dit vous revenez. Et ils répondent non, moi maintenant j'habite en Bretagne, c'est beaucoup trop loin. Et les entreprises sont super embêtées. Alors qu'en fait, moi ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'elles oublient le principe de lien de subordination unilatérale. C'est quand même l'entreprise qui décide. Alors quand on dit ça, ça fait un peu facho. Et d'ailleurs, quand on est dans de l'adulte, c'est perçu de manière extrêmement froide et extrêmement dure. Parce qu'on renvoie chacun à ses responsabilités. Mais dans cette espèce de contrat social en fait entre toutes les personnes impliquées, si le salarié, même le manager aussi, mais si... Alors attention, il faut distinguer le patron du manager. Mais si le manager ou le salarié ne se sent pas bien, c'est aussi à lui de prendre ses responsabilités, de sortir de l'organisation. Ouais, mais ça c'est extrêmement dur parce que quand on est dans du parent-enfant, on est dans ce qu'on appelle un jeu psychologique qui s'appelle la victimisation. C'est-à-dire que grosso modo, si je ne suis pas bien, c'est de la faute du système qui est responsable du fait que je ne sois pas bien. Et comme on a construit tout un écosystème pour protéger le collaborateur, le salarié, ce qui est une bonne chose, mais du coup, le problème c'est que mené à l'excès, on rentre dans la victimisation. Voilà. Et aujourd'hui, il n'est pas entendable pour un salarié d'entendre ce genre de discours. C'est extrêmement violent. Alors qu'en fait, dans la vie de tous les jours, c'est exactement ce qu'il vit. Oui. Moi, j'avais quand j'avais 20 ans, moi j'ai mon ancien patron, mon premier DG, qui me dit, qui me croise dans un couloir, j'avais 20 ans, et qui me dit Francis, je ne comprends pas pourquoi les gens se comportent de manière totalement enfantin en entreprise alors que ce sont des adultes responsables dans la vie privée. J'ai pas su lui répondre à l'époque puisque je n'avais pas assez d'expérience, mais je lui dirais aujourd'hui, monsieur le directeur général, s'ils se comportent comme des enfants, c'est parce qu'on se comporte comme des parents. Et donc à partir du moment où on se comporte comme des parents, on crée des enfants, et les enfants ont besoin de la part du parent une autorisation pour devenir adulte. Et ça se traduit par un nouveau contrat social, ça se traduit par de nouvelles pratiques professionnelles, de nouveaux rituels. C'est ce qu'on a découvert avec le confinement, et ça c'était plutôt une bonne chose. On a découvert par exemple l'importance de demander aux uns et aux autres comment ils vont, alors qu'on ne faisait pas avant. Et ce qui va être intéressant, et peut-être que tu en parleras dans ton prochain ouvrage, c'est l'influence des nouvelles générations, où des gamins de 20 ou 25 ans aujourd'hui ne s'interdisent pas de faire un tour du monde, travailler 2 ou 3 ans, d'être en collaboratif, finalement d'être en télétravail. On en a vu d'ailleurs pendant le confinement, ils ont été en Thaïlande, à Bali ou ainsi de suite, où en fait on ne part plus pour un CDI de 35 années de travail. Je crois que le CDI à long terme n'intéresse plus vraiment. D'ailleurs, il y a un sondage de février 2020 qui dit qu'à salaire égal, 70% des collaborateurs préféraient être indépendants qu'en CDI. Bon, en tout cas, cher Francis, merci d'être venu. Je t'en prie. C'est passionnant. Tu reviens nous voir pour ton prochain ouvrage. Donc pour l'instant, il vient de sortir il y a quelques mois, 50 pratiques managériales innovantes. Je vous le conseille, et le premier aussi, bien entendu. Et puis tu reviendras nous parler de la suite, parce qu'il y aura une suite, d'un ouvrage et forcément de la vie des entreprises, mécaniquement. Exactement. Oui, le dernier ouvrage, celui que je suis en train d'écrire, est sur l'entreprise co-responsable. Ce n'est pas l'entreprise libérée, parce que je maintiens la hiérarchie, je maintiens les organigrammes, mais on crée un peu plus d'oxygénation dans tout ça. Et donc ça c'est basé sur la notion de co-responsabilité. Très intéressant. Voilà. Donc, tu viendras nous en parler. Avec grand plaisir. Merci. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Au revoir.